Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h17, notre invité, c'est Christelle Bory, la PDG d'Eramet. Bonjour. Bonjour. Là encore, une entreprise et du coup une chef d'entreprise qui peut être fière de ses salariés et de sa stratégie, puisque vous avez annoncé hier soir un doublement de votre bénéfice en 2022 à 740 millions d'euros et une progression de votre chiffre d'affaires tout à fait exceptionnelle également. Vous nous l'aviez dit il y a 2-3 ans, vous nous l'aviez dit, vous verrez que je serai au cœur de la transition écologique. À l'époque, personne ne vous parlait, il y avait même des gens qui voulaient vous virer. Vous êtes là, toujours là, plus forte que jamais. Expliquez-nous comment vous expliquez ce rebond. En fait, c'est deux choses pour les résultats 2022. C'est d'abord beaucoup de travail et un repositionnement significatif d'Eramet sur ses actifs clés et notamment les actifs miniers qui sont tout premier plan. Le nickel. Alors, on opère, et il faut quand même le savoir, on opère la plus grosse mine de nickel au monde en Indonésie. Elle a fait 21 millions de tonnes l'année dernière, donc un doublement par rapport à l'année précédente. On prévoit de faire encore 50% de plus, 30 millions de tonnes l'année prochaine. Donc c'est un énorme actif très très bien positionné avec beaucoup de potentiel. On opère au Gabon la plus grosse mine de manganèse au monde qui a fait plus 80% de production, d'augmentation de production depuis 5 ans. Donc en fait on a des actifs qui sont extrêmement bien positionnés avec beaucoup de potentiel, extrêmement générateurs de cash, et ce sont sur ces actifs-là que nous sommes repositionnés. Donc c'est beaucoup de travail de repositionnement, beaucoup de travail de productivité, de croissance, et puis on a bénéficié clairement en 2022 au premier semestre d'un environnement de prix qui était très favorable. Mais ce qui explique ces résultats historiques, ce sont quand même les meilleurs résultats qu'Eramet ait jamais publiés. Les prix qui sont retombés sur ces matières premières, on le voyait avec Nathan tout à l'heure dans le journal. Alors, le marché s'est stabilisé. On a clairement eu 2 périodes l'année dernière, un premier semestre très fort en termes de prix, et puis un second semestre beaucoup plus difficile avec une baisse des prix des matières premières, et en même temps, et ça c'est très important, une hausse très forte du prix de l'énergie et du prix des réducteurs pour nous, tous les produits carbonés, ça a fait une sorte de squeeze de marge sur le second semestre qui fait que nos résultats du second semestre ont été moins bons qu'au premier semestre. Mais globalement, on aborde 2023 avec une société qui est désendettée, qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus solide pour accélérer dans la transition énergétique. Alors justement, Christelle Bory, vous prévoyez d'investir 600 millions d'euros dans vos actifs miniers en 2023. Ça va se passer comment? Ils vont aller où ces 600 millions d'euros? Alors, en 2023, on a encore une partie significative qui va aller au Gabon pour continuer donc à monter en puissance le manganèse, qui est aujourd'hui une très grosse source de profit pour le groupe, à la fois dans la ligne de chemin de fer et dans la mine. Et puis, on a le lithium qui monte en puissance. Donc, on est en construction de notre première usine en Argentine qui devrait être en production début 2024. Vous voulez doubler la production là-bas? Et là, donc, on va dépenser un peu. On a un partenaire qui finance en partie cette première phase, mais la demande de lithium est telle et à chaque reprévision de demande, elle augmente. Nous avons décidé d'accélérer sur la phase 2 et effectivement, nous sommes en étude pour tripler la capacité. Donc, on avait une première tranche de 24 000 tonnes. On veut rajouter 50 000 tonnes. Et donc, là, les études sont en cours et la décision d'investissement devrait être prise avant la fin de l'année. Est-ce que, parce que ce que vous décrivez là, évidemment, c'est fascinant, c'est l'avenir économique des 20 ou 30 prochaines années, les métaux rares, l'électrification de la planète. Votre terrain de jeu, il est mondial et vos concurrents sont des groupes géants, sont parfois des États. Et je me souviens, quand on en avait discuté plusieurs fois sur ce plateau, vous disiez votre crainte que l'Europe ne mesure pas les enjeux, ne mesure pas la nécessité de vous aider, que les investisseurs aussi ne comprennent pas la valeur stratégique de votre entreprise. Est-ce que ça a changé? Quand on voit par exemple que le secteur des métaux critiques va faire partie du plan de transition de Bercy, est-ce que vous pensez que vous serez
un leader mondial dans 10 ou 20 ans? Alors, nous faisons tout pour être un leader mondial. Nous avons déjà une position qui est assez de leader, notamment dans les métaux de la transition énergétique. Le gisement de lithium dont je parle en Argentine qui nous appartient est le 3e plus gros gisement de lithium au monde. Ouais. Donc, on a des actifs qui nous positionnent parmi les plus grands dans les métiers que nous avons choisis. Il y a eu clairement une prise de conscience de l'Europe, le Covid, la guerre en Ukraine, etc. Il y a eu une prise de conscience accélérée, je dirais, de la criticité d'un certain nombre de matières premières pour l'Europe et pour l'avenir de l'Europe, des problèmes de souveraineté. Donc il y a des mécanismes qui sont en train de se mettre en place, notamment au niveau de l'Europe. Thierry Breton, le Critical Raw Material Act, qui est en train de se mettre en place. Il y a une alliance des matières premières au niveau de l'Europe. Mais l'Europe, comme souvent, ne va pas très vite et il faut accélérer à la fois dans les outils de financement de l'acquisition des matières premières et puis à la fois dans la diplomatie économique. Et ça, j'y tiens beaucoup parce qu'on voit ce que font d'autres États en nouant des alliances. Les matières premières, elles ne se situent pas forcément sur le territoire européen, assez peu sur le territoire européen. Le lithium, par exemple, 60% des réserves mondiales sont dans un petit triangle qui est le nord de l'Argentine, nord du Chili, sud de la Bolivie. On appelle ça le triangle du lithium. 60% des réserves sont là. Il faut aller prendre la matière là où elle est et il faut tisser des accords politiques et économiques avec les pays détenteurs de ces matières. Alors le lithium, il y en a évidemment dans ce triangle, il y en a aussi en France. Ouais. Vous avez signé un protocole avec Électricité de Strasbourg pour développer une production de lithium, 10 000 tonnes de production annuelle. Quand va démarrer l'exploitation ? Pour qui? Comment ça va se passer? Alors, on est vraiment au tout début. Donc, on est dans des phases de ce qu'on appelle de pré-faisabilité avec l'électricité de Strasbourg. Donc, le potentiel en volume, il n'est pas énorme puisqu'on parle de 10 000 tonnes. Et encore, il faut relier plusieurs puits pour arriver à faire 10 000 tonnes de lithium parce que les saumures que l'on trouve en Alsace ne sont pas très concentrées en lithium. Et alors qu'on parle de faire 75 000 tonnes dans les toutes prochaines années en Argentine, mais c'est quand même clé parce que on va avoir du lithium totalement vert avec la géothermie, puisqu'on utilise la géothermie. Donc en fait, on est presque créditeur de CO2. On va vendre de la chaleur, on va vendre du lithium. Le lithium n'aura pas besoin de traverser la planète pour arriver en Europe. Il sera fait tout à côté des fabricants de batteries européens. Donc en fait, on va être capable de fournir quand même à peu près, rien qu'avec cette première usine, 500 000 voitures électriques en France avec du lithium totalement vert et totalement français. Donc je pense que ça a un vrai intérêt. On parlait de souveraineté, c'en est un. On voit tous ces enjeux de souveraineté, de production, d'indépendance. Est-ce que vous avez les moyens financiers de faire tout ça? On sait que vous êtes contrôlé en partie par une famille, Aubert Duval. Est-ce que pour tous ces projets, pour les financer, comment vous allez faire? Alors, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait qu'on avait généré énormément de cash flow en 2022, qu'on était très désendettés et donc on aborde 2023 beaucoup plus serein, avec un bilan beaucoup plus solide et qui nous permet d'accélérer dans les projets pour la transition énergétique et de pouvoir financer les projets dont nous avons parlé, dans le lithium, dans le nickel-cobalt, dans le recyclage. Nous n'avons pas parlé du recyclage des batteries, mais nous avons aussi des projets dans le recyclage. C'est important. Donc, les projets dont on vient de parler, on a les moyens de les financer. On a évidemment d'autres idées. On fait de l'exploration, comme tout bon mineur, on fait de l'exploration. On fait de l'exploration au Chili, on fait de l'exploration encore en Indonésie sur le nickel. Et donc, on aura d'autres projets. Et effectivement, il faudra trouver les moyens de financer cette... alors, il y a beaucoup d'outils. Nous sommes ouverts. Pour le moment, on a les moyens de financer les projets qui sont sur la table. Il faut déjà les délivrer. Alors, vous en avez parlé, il y a un autre enjeu qui est crucial aujourd'hui, c'est le recyclage des batteries de voitures électriques. Vous avez annoncé l'ouverture d'une usine de recyclage à Trappes. Comment va fonctionner le process? D'où vont venir les batteries? Et pour l'instant, c'est un stade laboratoire. Est-ce que ça va être industrialisé? Alors, aujourd'hui, on en est au stade du pilote industriel à Trappes. On a fait la phase de recherche et développement. On est au stade du pilote industriel. On a un partenariat avec Suez
L'idée, c'est dans un premier temps donc de faire une unité industrielle qui va faire la black mass, ce qu'on appelle, donc la première étape de démantèlement, broyage, etc. des batteries. Ouais. Et puis après, Eramet prévoit de construire une usine de raffinage qui va en fait transformer cette black mass et extraire tous les métaux de batterie et les ressortir en qualité batterie. C'est ça qui est très important. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, le recyclage souvent dégrade le métal et le métal ne peut pas être réutilisé dans sa fonction première. Là, notre process permet de sortir du lithium, du nickel, du cobalt, qualité batterie, qui pourra retourner en boucle courte dans des batteries. Et donc, c'est l'idée aussi de se positionner sur le hub de Dunkerque, où il devrait y avoir des fabricants de batteries qui nous permettraient d'être tout près de nos clients. Et ça, au niveau européen, on est à la traîne ou au contraire, on est plutôt proactif ? Je pense sur le recyclage, toute la filière est en train de se structurer. Donc, il y a pas mal de projets de recyclage qui sont en cours. Et c'est d'ailleurs très important puisqu'on va avoir besoin, comme vous le savez, de beaucoup de métaux pour la transition énergétique, énormément. Et donc, ces métaux, évidemment, il faut les extraire de façon responsable et frugale. Et c'est là, Eramet est particulièrement bien positionné. Vous savez qu'on est parmi les leaders de notre secteur en tout ce qui est RSE et mines responsables. Et puis, derrière, une fois qu'on les a extraits, il faut les recycler. Il ne faut pas les laisser repartir et il faut s'assurer qu'on a un recyclage efficace. Et là, l'Europe a plutôt bien pris le tournant. Voilà, Eramet, le leader européen de la transition énergétique et on espère, d'une planète plus verte, même si c'est toujours des mines, mais voilà, il y a différentes manières. On peut faire de la mine responsable, ça vrai, existe. Mais ça coûte plus cher et vos concurrents ne le font pas toujours. Voilà, c'est vrai, mais on pense que les clients, à terme, seront prêts à payer un premium pour avoir des produits responsables. Voilà, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc un résultat, et c'est bien parce que ça vous donne des marges de manœuvre de 740 millions d'euros l'an dernier, 13 000 salariés dans le monde. Christelle Bory, PDG d'Eramet, était notre invitée.